Bonsoir à vous tous, merci de cette invitation, merci pour avoir organisé cette réunion. 20 ans, ça fait pile 20 ans que la réforme de 93 est intervenue, et bon, j'étais prof d'économie à ce moment-là, et je me souviens, à l'époque, j'étais encore avec des élèves de lycée. Je me souviens que d'emblée, j'ai étudié cette question-là parce que j'y voyais une extraordinaire leçon d'économie. Parce que quand vous tirez le fil retraite, tout vient. Le travail, la production, la richesse répartie, tout vient. Quand vous l'emploi, le chômage, quand vous tirez le fil retraite, c'est toute la pelote qui se dévide. Et donc on peut parfaitement expliquer toute l'économie à partir de ce seul exemple. Ils savent très bien qu'on ne pourra pas travailler 43 ans. Ils ont parfaitement mis dans leurs ordinateurs cette donnée-là. Ils savent qu'on ne travaillera pas 43 ans pour un tas de raisons. D'abord parce que le travail, ça finit par user, chacun le sait, ça finit par user. Et en plus, travailler 43 ans quand on entre dans la vie active à 23, 24, 25, voire 26 ans ou plus, ça veut dire que personne n'ira jusqu'au bout de ce travail. Donc, ce qu'ils savent, et c'est l'objectif affiché, il faut diminuer le niveau des pensions. Ça, c'est un graphique que l'on trouve dans le rapport Moreau, et quand nous l'avons découvert, donc on était en train de préparer notre livre au mois de juin, donc le rapport Moreau a été remis au mois de juin, quand on a découvert ce graphique, on a mis quelques jours à le comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? D'ici, si on prend en compte la première réforme de 93 jusqu'en 2060, voilà, il va y avoir 7 points de PIB en moins aux retraites. On s'est dit, c'est pas possible, il y a un truc là, on ne comprend pas. Et donc, on a fait tourner nos ménages, pas nos ordinateurs, mais un peu nos ménages. On a fini par comprendre le truc parce que c'est pas très bien expliqué, justement, dans le rapport. Aujourd'hui, les retraites représentent près de 14% du PIB. On verse environ 14% du PIB aux retraites. C'est-à-dire sur 2000 milliards, il y en a 280 qui partent en pension de retraite, tout régime confondu. Les experts et les gouvernements successifs veulent absolument que cette part des pensions dans le PIB reste stable, autour de 13 à 14%, quelle que soit l'augmentation du nombre de retraités. Ce qui veut dire que chaque retraité, si le total reste si la part globale reste fixe, ça veut dire qu'il y a un gros risque pour que la part de chacun diminue. Et donc, que signifie le graphique? S'il n'y avait pas eu les effets dus aux réformes précédentes, au lieu d'avoir 14% de pension par rapport au PIB, on en aurait, à terme, en 2060, 7 points de plus, c'est-à-dire 21%. Et le fait qu'il y ait eu ces réformes va maintenir, si rien ne change, bien sûr, le fait qu'il y ait eu ces réformes va maintenir la part des pensions autour de 14%, ce qui, relativement à ce qui aurait pu avoir lieu, représente les 7 points de vue. Il y a toujours en filigrane la pression des lobbies, des compagnies d'assurance et fonds de pension pour qu'une part de plus en plus grande du système de la protection sociale, santé comme retraite, leur passe entre les mains. Et malheureusement, le climat anxiogène qui est développé sur le fait que les systèmes par répartition sont désormais moribonds, c'est absolument faux. Même si un petit déficit, 20 milliards sur 300, c'est dérisoire finalement, sinon on raisonne en pourcentage. Enfin bref, donc il y a toujours ce risque-là. La loi sur les retraites envisagée par le gouvernement Hollande-Hérault a été adoptée en première lecture hier à l'Assemblée nationale, donc on pourrait se dire que tout est réglé, donc tout est plié même. Bon, sur le plan législatif, il y a de fortes chances ou risques plutôt que cette loi effectivement soit adoptée par l'ensemble du Parlement après le passage au Sénat et le retour à l'Assemblée nationale d'ici la fin de l'année. Mais le problème ne sera pas réglé parce que les racines des difficultés ne sont pas envisagées véritablement. Les véritables enjeux de la question des retraites sont ailleurs que là où on nous le dit. Alors, d'abord,
un petit rappel sur les réformes précédentes qui ont été menées par les gouvernements depuis 20 ans, parce que ça fait juste 20 ans que les gouvernements français ont entrepris de réformer nos systèmes de retraite. Et il y a eu 3 grandes réformes en 1993, en 2003 et en 2010. Depuis 1993, le fil conducteur de ces réformes consiste à allonger la durée de cotisation. En 1993, le Premier ministre de l'époque, Balladur, a pris un décret en plein mois d'août de cette année-là pour faire passer la durée de cotisation exigée des salariés de 37 ans et demi à 40 ans. Et cela pour les salariés du privé. Cette disposition sera étendue aux fonctionnaires en 2003 et on verra dans un instant ce qu'il en est advenu en 2010. Mais en même temps qu'il prenait cette décision, Balladur en 2003 décidait aussi 2 ou 3 autres choses très très importantes qui vont se révéler gravissimes. La première chose, c'est qu'il va modifier la manière de calculer les pensions. Auparavant, les pensions des salariés du privé relevant du régime général, parce que vous savez qu'il y a les salariés du privé ont une pension au titre de régime général versée par la sécurité sociale et une retraite complémentaire versée par les 2 institutions qu'on appelle l'ARCO et la GIR. Et donc, pour la pension du régime général, la règle auparavant était de la calculer sur la moyenne des salaires des 10 meilleures années de toute la vie active du salarié. Et Balladur décide de faire passer ça aux 25 années. Et donc, vous voyez qu'à partir du moment où on va entrer dans une période où la précarité, le chômage, les parcours professionnels un peu chaotiques et intermittents, vous voyez la conséquence que ça va avoir. Ça va baisser de manière générale pour la plupart des salariés la moyenne du salaire pris en compte pour le calcul de la pension. Bon. Il va aussi décider, le même Balladur, il va décider d'introduire une décote par année manquante. Et une décote qui au départ était considérable puisqu'elle était de 10%, elle a été réduite plus tard à 5%, mais déjà vous allez voir dans un instant que 5% de décote de la pension par année manquante, ça peut faire gros à la fin du compte s'il vous manque 2 ou voire 3 années. On verra ça dans un instant. Et donc ça c'est la deuxième décision prise par Balladur. Et la troisième, c'est de désindexer l'évolution des pensions par rapport à l'évolution des salaires. Jusqu'alors, les pensions évoluaient comme les salaires. Les salaires augmentaient de 2% dans l'année, les pensions aussi. Dorénavant, à partir de 1993, les pensions ne sont plus indexées sur les salaires et simplement sur l'inflation. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat reste stable mais n'augmente plus. Ça, c'est ce qui est décidé en 1993. Et 10 ans après, le gouvernement, alors à ce moment-là, dirigé par Raffarin, et c'était Fillon qui était le ministre du Travail, donc engage une seconde grande réforme en étendant aux fonctionnaires de l'État, des collectivités locales et de la sécurité sociale, en étendant aux fonctionnaires la règle des 40 ans de cotisation, en introduisant la décote et en introduisant dans la loi de 2003 la disposition suivante. Si l'espérance de vie continue d'augmenter, on consacrera désormais les 2 tiers de cet allongement au travail et le tiers restant simplement à la retraite. Et donc ça, c'est dans la loi qui court depuis 2010 et c'était cet ensemble de dispositions, décret de Balladur de 1993 et loi de 2003, dite Fillon, que les socialistes, quand ils étaient encore dans l'opposition, s'étaient engagés à abroger et à mettre en place une réforme juste. Et c'est au nom de la justice qu'effectivement la réforme actuelle a été présentée. Tout cela mené au nom de l'augmentation de l'espérance de vie. Alors, donc c'est le leitmotiv depuis 20 ans maintenant. Nous vivons plus vieux, nous devons donc travailler plus longtemps. Voilà le leitmotiv. Alors, regardons un peu ce qui se passe au niveau de l'allongement de cette espérance de vie. Alors, c'est vrai, en moyenne, l'espérance de vie est une tendance de long terme depuis maintenant plusieurs siècles, qui tient à plusieurs phénomènes. D'abord, le premier, c'est la baisse considérable de la mortalité infantile, c'est-à-dire de la mortalité des enfants en très bas âge, et dès que cette mortalité infantile diminue considérablement, ce qui a été le cas, puisqu'elle est aujourd'hui pas égale à 0, mais presque, eh bien, ça fait monter la moyenne de la durée de vie.
évidemment, vous comprenez. Alors ça, c'est le premier facteur. Le second facteur, c'est globalement une amélioration des conditions de vie et donc une amélioration des conditions d'hygiène au fur et à mesure que le développement s'approfondit. Et ça donne donc lieu à une augmentation de l'âge auquel on vit, une fois mis de côté la mortalité infantile. Bon. Est-ce que cette tendance durera éternellement? Personne n'en sait rien, mais il est assez probable que, d'une part, elle plafonne, que cet allongement plafonne, et on ne sera pas éternel, et d'autre part, il faut craindre que si on continue d'augmenter le temps de travail durant la vie, eh bien la durée de vie se ralentisse, enfin en tout cas son accroissement se ralentisse, sinon on diminue. Et puis il y a un dernier facteur qu'il faut maintenant faire entrer en ligne de compte, c'est qu'on commence à avoir des doutes sur la prolongation de l'espérance de vie en bonne santé. Et donc les démographes sont en train de mener des études pour recenser les difficultés qui se produisent une fois qu'on a atteint l'âge de 60 ou 65 ans, pour savoir si on continue à être en bonne santé. Or, il y a maintenant des éléments qui indiquent qu'il est à craindre que l'espérance de vie dite en bonne santé, c'est-à-dire sans incapacité physique importante, commence à diminuer. L'espérance de vie entre 2008 et 2010, dite en bonne santé, a diminué de 62,7 à 61,9 ans pour les hommes et de 64,6 à 63,5 pour les femmes. Autrement dit, et on en est maintenant à 41 ans et des poussières de durée de cotisation exigée, et puis, en plus, l'âge de la retraite, l'âge auquel on peut partir à la retraite, a été retardé de 60 à 62 ans, et de 65 à 60 ans pour partir sans avoir de décote, à taux plein. Bon. Donc, ce qui voudrait dire que maintenant, on ne peut pas, en moyenne, statistiquement parlant en tout cas, on ne peut pas espérer partir à la retraite en étant en bonne santé, puisque l'âge auquel on est en bonne santé, statistiquement, est inférieur à l'âge auquel on peut prétendre partir à la retraite. Donc il y a là un risque extrêmement important pour l'avenir. Au nom de quoi la réforme actuelle, dont je vais vous parler maintenant, est-elle menée? Eh bien, écoutez, il suffit d'ouvrir les rapports officiels qui servent de base de travail aux décisions gouvernementales et de lire en toutes lettres ceci. D'une part, les déficits qui sont annoncés pour 2020 et auxquels il faut, paraît-il, répondre de manière urgente, ne sont pas dus à l'allongement de l'espérance de vie. Ça n'a strictement rien à voir. L'aggravation brutale des déficits que l'on constate pour les régimes de retraite, que ce soit le régime général ou les régimes complémentaires pour le privé ou les régimes des fonctionnaires, cette aggravation des déficits est due, et ça c'est le Conseil d'orientation des retraites qui le dit, et le rapport Moreau, qui est le rapport officiel remis au gouvernement au mois de juin dernier, dit cette aggravation des déficits est due exclusivement, ou quasi exclusivement, à la récession, et on peut même ajouter la récession, au chômage, la précarité qui fait que les recettes de cotisation sociale rentrent moins bien, et rentreront moins bien, c'est bien fait. Donc ça n'a strictement rien à voir avec un choc démographique. Et nous ajoutons, si les politiques d'austérité menées par les libéraux continuent de s'imposer, les choses vont encore s'aggraver. Parce que au fur et à mesure que le chômage augmente, eh bien, les rentrées de cotisation sociale, comme les rentrées d'impôts d'ailleurs, diminuent. Bon. Et c'est là l'origine principale de l'accroissement des déficits des caisses de retraite qui est prévu. Et donc, c'est même pas nous qui le disons, c'est reconnu par les rapports officiels qui sont sur la table du gouvernement. Et alors, pourquoi dans ces conditions on continue une telle réforme? Eh bien, le rapport Moreau vend la mèche. Vous le voyez en dessous, c'est la citation qui suit. Il est nécessaire d'inscrire les régimes de retraite dans la trajectoire des finances publiques retenues par les pouvoirs publics et de concourir au redressement des comptes publics et, écoutez bien, à assurer la crédibilité internationale de la France. Donc, sous-entendu, que ça veut dire la crédibilité internationale de la France, c'est la crédibilité auprès des marchés financiers.
Donc cette réforme, elle est faite pour rassurer les marchés financiers. Et c'est même pas une crainte que nous pouvons avoir, c'est même pas une hypothèse que nous émettrions, c'est reconnu par les gouvernements eux-mêmes. Bon, il y a deux grandes choses. La première consiste à augmenter les cotisations sociales, celles salariales et celles dites patronales, de 0,15 points en 2014 et 0,05 points de plus sur le taux de cotisation en 2015, 2016 et 2017, ce qui fera au total 0,3 points de plus sur le taux de cotisation. 0,3 points de plus pour le taux de cotisation salariale, 0,3 points de plus pour le taux de cotisation dit patronal. Et le problème, c'est que, bon, on pourrait croire qu'il y a une équité, mais non, il n'y a pas équité parce que les 3,2 milliards que paieront les salariés seront non compensés, alors que les 3,2 milliards que devront payer en plus les employeurs seront compensés par une baisse équivalente des cotisations allant à la branche famille de la sécurité sociale, puisque vous savez, il y a 4 branches, la santé, la vieillesse, les allocations familiales et le chômage. Donc l'augmentation des cotisations d'un côté sera compensée pour eux par une baisse des cotisations de l'autre. Ça c'est donc la première série de mesures. Deuxième série de mesures, et qui qui fournit au gouvernement l'argument comme quoi sa réforme est juste, c'est que pour la première fois, on commence à prendre en compte la pénibilité. Alors c'est vrai, c'est inscrit dans le dispositif qui a été adopté hier, mais il y a de très gros points d'interrogation qui restent en suspens sur l'application de ce dispositif, et notamment les critères véritables et la manière dont sera calculé le compte pénibilité que les salariés verront ouvrir, tous ces critères-là seront définis par les décrets d'application de la loi. Et alors là, vous savez combien les lobbies sont actifs dans les couloirs ministériels pour que les rédactions de décrets d'application atténuent parfois la portée d'une loi qui pourrait apparaître comme trop contraignante pour les lobbies, justement. Donc, il y a une incertitude sur laquelle il faut rester attentif, vigilant même, d'autant que le patronat et le MEDEF en première ligne continuent de faire pression pour éviter que cette prise en compte de la pénibilité, comme ça va coûter, que son coût justement soit à la charge des entreprises. À la charge de qui cela peut-il être, sinon à la charge des entreprises? On peut se poser la question. Et puis, la dernière disposition de la réforme Ayrault, c'est la disposition phare, c'est l'augmentation à nouvelle fois de la durée de cotisation. Alors, quelle est la différence? Contrairement à ce qu'on dit parfois, ce que même a laissé entendre parfois le gouvernement, il attend 2020 pour que la durée de cotisation s'accroisse. Pas du tout. Jusqu'en 2020, pour l'impact des réformes antérieures qu'il n'a pas abrogées, et ensuite, la réforme actuelle prend le relais. La seule différence, c'est qu'elle prend le relais en ralentissant un peu le rythme. Vous voyez que jusqu'à la génération de 54, l'augmentation, elle se fait chaque année. C'est-à-dire que chaque année, on ajoute un trimestre de plus. Tandis qu'à partir de la génération de 55, on va ajouter un trimestre simplement tous les 3 ans. Un trimestre de cotisation en plus tous les 3 ans. Donc ça ralentit un peu le rythme de cet accroissement, mais ça n'arrête pas le principe même, l'application de ce principe d'accroissement de la durée de cotisation. Ce qui fait qu'il est prévu que la génération qui est née en 1973, donc qui a juste aujourd'hui 40 ans, et qui devra attendre 62 ans pour prétendre partir à la retraite, elle devra partir il lui faudra 43 ans de cotisation pour prétendre partir à taux plein à 62 ans. Dans une période, on va le redire souvent, dans une situation où il y a 5 millions de chômeurs.
3 millions et quelques recensés au sens strict, mais avec tout le halo de chômage autour, ça fait plus de 5 millions de chômeurs dans notre pays. Donc vouloir faire travailler les gens plus longtemps, alors qu'il y a un tel chômage, et que les jeunes ont de la difficulté à trouver un premier emploi stable, à partir duquel ils emmagasinent en quelque sorte des droits futurs pour la retraite, est absurde et cynique en même temps, puisqu'on sait que le premier emploi stable, c'est-à-dire avec un CDI, un contrat à durée déterminée, est obtenu par les jeunes en moyenne autour de 25, parfois plus 26 ans. Vous ajoutez 43 ans à 25-26 ans, ça vous pousse à 68 ans, et si la situation de l'emploi continue de se dégrader, ça veut dire qu'on approche de 70 ans, et le MEDEF ne demande pas mieux. Il a rêvé, le gouvernement actuel est en train de le faire. Les jeunes, c'est une double peine pour eux, puisqu'ils ont, comme je le disais à l'instant, ils ont de la difficulté à entrer dans l'emploi, et surtout dans l'emploi stable, et en même temps, il faudra qu'ils travaillent plus longtemps. Pour les personnes, pour ce qu'on appelle les seniors, et pour eux aussi, c'est la double peine, parce qu'ils sont éjectés des entreprises dès le milieu de la 6e décennie, donc dès 55 ou 56 ans, et donc avant l'âge de partir à la retraite. Donc, si vous êtes éjecté des entreprises à 58 ans, et si vous ne pouvez pas partir avant 61 ou 62 ans, ça fait 3 ans de chômage. Donc, on préfère payer les chômeurs plutôt qu'accéder au droit à la retraite. Pour les femmes, c'est encore pire sans doute, puisque non seulement elles ont, vous le savez, des salaires plus faibles que les hommes à qualification et à statut légal dans les entreprises, et cette infériorité de leur salaire est importante. Vous savez que ça dépasse 25%, 25, 26 ou 27% en moyenne en moins, et cette inégalité est aggravée en passant à la retraite, puisque les droits, ce qu'on appelle les droits directs des femmes, sans compter les pensions de réversion qui peuvent être reversées aux veuves, qui sont beaucoup plus nombreuses que les veuves, les droits directs à la pension des femmes sont en moyenne représente en même 58% des droits directs des hommes. Donc vous voyez, c'est quasiment à peine plus que la moitié. Et si l'on récapitule l'ensemble, c'est vraiment la triple peine pour tous les salariés, puisqu'il faut travailler plus longtemps, il y a un chômage accru que le travail des uns plus long ne va pas régler, au contraire, ça va aggraver les choses, et en plus il y a une baisse des pensions pour toutes ces raisons, et le report qui est prévu par la loi actuelle, le report de 6 mois du moment où l'on revalorise éventuellement les pensions. Prenons le cas d'un salarié du privé. Vous savez que la règle pour les pensions du régime général, c'est de toucher 50% du salaire de référence. Le salaire de référence, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il était calculé sur la moyenne des 25 meilleures années pendant la vie active du salarié. Donc, si ce salarié accomplit toute la durée de cotisation qui est prévue par la loi, il va toucher, donc, au titre du régime général, 50% de son salaire de référence. Calculé, je répète une dernière fois, sur les 25 meilleures années. Imaginons qu'ils doivent 43 ans de cotisation et que, parce qu'il a commencé à travailler tard, de manière stable, il n'en fasse que 40. Il lui en manque 3. Qu'est-ce qui se passe? Donc, son salaire de base, enfin de moyenne des 25 meilleures années, est multiplié par 50%, par 0,5. Et ensuite, il ne touche pas cela, parce qu'il ne va toucher que les 43e de ce salaire multiplié par 0,5. Donc, combien il va toucher? Donc, il va toucher, vous le voyez à l'écran, son salaire de référence multiplié par 50%, multiplié par les 43e, puisqu'il lui manque 3 ans, donc ce qui amène environ 46%, et ensuite, il va avoir 3 fois 5% de décote, c'est-à-dire 15% en moins. Vous multipliez tout ce qu'on a dit par 0,85, au total, il va avoir
39,5% de son salaire, au lieu de 50% pour la pension de régime général. Donc, vous vous rendez compte, la baisse de 10,5 points que cela représente sur la pension qu'il aurait pu espérer s'il n'y avait pas eu ces réformes et l'instauration de cette décote. Il y a 3 grandes mesures qui sont prévues dans la loi en discussion. D'abord, il y a une modification qui est prévue de la validation des trimestres pour ce qu'on appelle les petits temps partiels. Comme vous le voyez à l'écran, actuellement, vous validez autant de trimestres que vous avez de salaire annuel représentant 200 fois le SMIC, ce qui représente à peu près 15 heures de travail hebdomadaire, c'est-à-dire 43% environ du temps complet. Il est prévu d'abaisser ce seuil, c'est-à-dire que vous validez votre trimestre si vous avez 150 heures de travail, ce que l'on peut considérer comme une bonne chose. Ça va plutôt dans le bon sens. Mais le problème, c'est qu'il y a une proportion très très faible de personnes qui vont être concernées par cet abaissement. Pourquoi? Parce que même s'il y a beaucoup de temps partiel, et notamment chez les femmes, il y a un tiers des femmes qui sont à temps partiel, mais elles travaillent en général un petit peu plus que les 15 heures hebdomadaires dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est un petit peu plus. Ça peut être 20, ou 18, ou 20, ou 25. Et donc, la proportion de personnes qui vont être concernées par cette amélioration, qui est indéniable, sera très faible, et elle a été chiffrée par l'INSEE, elle a été chiffrée à 4,4% des femmes et 1% des hommes. Donc, il y a simplement 4% des femmes et 1% des hommes qui vont être concernés par cette amélioration, c'est-à-dire cet abaissement de la quantité d'heures de travail qu'il faut avoir accompli pour valider un trimestre. Ça, c'est la première mesure. La seconde mesure qui est prévue par le projet de loi est qu'on modifie les majorations de pension pour avoir élevé des enfants. Actuellement, il existe une majoration de 10% de la pension pour les parents qui ont élevé 3 enfants et plus, ce qui représente pour les caisses de retraite un supplément d'environ 6 milliards d'euros par an. Mais cette revalorisation forfaitaire, enfin, pas forfaitaire, mais proportionnelle en pourcentage du salaire, de la pension qui elle-même reflète le salaire antérieur, est doublement injuste. D'abord parce que comme il est au prorata de la pension, cette majoration, elle avantage ceux qui ont les meilleures pensions, donc les hommes, par rapport aux femmes. Et en plus, ça avantage les meilleurs salaires des hommes. Donc vous voyez, c'est doublement injuste. Dernière mesure prévue au bénéfice des femmes, dit le gouvernement, c'est la prise en compte des trimestres d'interruption pour maternité. Alors là, il faut faire une petite parenthèse pour expliquer qu'il existe dans notre dispositif légal très très compliqué une distinction entre ce qu'on appelle les trimestres cotisés et des trimestres assimilés, qui étaient maintenus jusqu'à présent, et notamment qui étaient maintenus dans le décret que le gouvernement Ayrault avait pris dès son arrivée au pouvoir l'année dernière, donc au début de l'été 2012, il avait, vous vous en souvenez, modifié le droit pour les carrières longues de partir à 60 ans, plutôt rétabli le droit de partir à 60 ans pour les gens qui avaient commencé à travailler tôt. Et donc, c'était une promesse du candidat Hollande, une promesse qu'il a tenue. C'est-à-dire qu'au 1er juillet, au mois de juillet 2012, ils ont décidé donc de baisser à 60 ans le droit pour partir à la retraite, à condition que la personne, que le salarié en question, ait la durée de cotisation requise. Et bien sûr, c'est toujours ça, la condition. Mais ce décret, donc, qui est rentré en application le 1er novembre 2012, n'avait pas supprimé la distinction entre trimestre cotisé et trimestre assimilé. Et donc, le projet actuel prévoit pour les femmes
qui ont eu des enfants, donc de supprimer cette distinction et de compter les congés pour maternité au même titre que les trimestres travaillés. Alors, bon, conclusion, sur ces trois mesures donc, qui comportent de bonnes intentions, c'est seulement la dernière que l'on peut considérer comme véritablement positive parce qu'elle va être appliquée si le projet de loi est adopté. Il faut faire un petit rappel et qui va permettre de comprendre les mesures que l'on pourrait proposer alternatives à celles qui nous sont imposées depuis 20 ans. D'abord, faire un petit rappel. Dans tous les pays au monde, et il n'y a pas une seule exception, c'est reconnu maintenant par toutes les institutions internationales, par tous les instituts de recherche, la part de la richesse que l'on produit annuellement, ce qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut, ou la valeur ajoutée, la part de cette richesse diminue pour les salariés depuis 30 ans maintenant, et cela dans tous les pays au monde. Et la France, bien sûr, ne fait pas exception. La tendance générale est à la diminution de la part salariale dans la richesse produite. L'INSEE a produit il y a 3-4 ans maintenant une étude portant sur toute l'après-guerre depuis 1950 et vous voyez, donc j'ai reproduit ici le graphique que vous pouvez trouver dans le rapport de M. Cotis qui présidait à l'époque l'INSEE et on voit très bien se dessiner trois périodes depuis la Seconde Guerre mondiale. La première période ici, vous voyez, ici, jusque-là, donc de 1950 jusqu'au début des années 70, qui correspond à cette période d'après-guerre qu'on appelle parfois les 30 glorieuses, c'est une période au cours de laquelle la part salariale oscille un petit peu en fonction de l'évolution économique, mais reste à peu près stable autour de 70% de la richesse produite par les entreprises pendant 20 à 25 ans. Et puis, lorsqu'au début des années 70 éclate déjà une crise du capitalisme, le chômage n'a pas encore remonté et les salariés bénéficient d'un rapport de force qui leur est encore favorable et la part salariale monte brusquement mais de manière très très éphémère. Et dès l'instauration de ce qu'on appelle le capitalisme néolibéral, financiarisé, à l'intérieur duquel sont prises deux séries de décisions terribles pour le salariat, la part salariale va considérablement baisser. Alors, quelles sont ces deux décisions que sans doute vous avez déjà eu l'occasion de voir, de lire ou d'entendre. Première décision, on libère totalement le mouvement des capitaux. Les capitaux peuvent circuler sans aucune entrave à partir du début des années 70, et puis la mesure va s'étendre sur toute la décennie. Et donc les capitaux vont pouvoir aller s'investir dans tous les pays au monde où la main-d'œuvre est payée moins cher, et dans le même temps, les élites politiques et économiques prennent une deuxième décision, c'est qu'ils vont modifier radicalement la manière de gérer la force de travail. Et donc, dès ce moment-là, on va rompre, à partir de ce moment-là, on va rompre le parallélisme qui existait jusqu'alors entre l'évolution de la productivité du travail et l'évolution des salaires. Et dès l'instant où on rompt ce parallélisme, eh bien, la part salariale diminue. Les salaires ne diminuent pas nécessairement, mais leur part dans la richesse produite diminue. Et donc, vous le voyez, donc, et en France, alors, ça se déroule dans tous les pays, je le disais tout à l'heure, à quelques années près, autour de la même période. Pour la France, ça se produit grosso modo entre 82, 83 et la fin de la décennie 80. Donc en l'espace de 7-8 ans, vous avez une chute de 10 points de pourcentage de la part salariale par la valeur ajoutée, 10 points si on compare au pic que vous voyez là, ici, ou bien d'environ 5 points par rapport à la tendance longue de l'après-guerre. Même si on retient le point de référence modeste de l'après-guerre, ça fait quand même 5 points de pourcentage de moins. Et où est-ce qu'on va retrouver ces 5 points de pourcentage de moins? Eh bien, on va les retrouver en plus dans les dividendes versés aux actionnaires. Et donc ça, c'est sans doute la caractéristique majeure de l'évolution du capitalisme contemporain, qui est devenu maintenant mondial, vous le savez, c'est d'avoir favoriser la diminution de la part de la richesse qui est dévolue aux salariés et au contraire favoriser la part qui est dévolue aux actionnaires. Et les conséquences en sont dramatiques puisque on voit partout les inégalités explosées,
on voit partout le chômage impossible à être réduit. Et pourquoi? Si tous les gains de productivité, ou en tout cas la majeure partie, va aux actionnaires, il n'en reste pas beaucoup ni pour l'investissement, ni pour les salaires, ni pour l'emploi. Donc là, on a le secret finalement de l'origine des inégalités, de la précarité et du chômage. Donc il faut rappeler ça pour ensuite réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire pour les retraites. Alors, comment apprécier, évaluer un autre financement des retraites, puisque d'une part, on a 20 milliards de déficit à couvrir d'ici 2020, et puis on a à prendre en compte le fait que le nombre de retraités par rapport aux actifs qui financent leur retraite va légèrement augmenter. On a à l'heure actuelle, pour un retraité, on a 1,7 cotisants, et dans 50 ans, en 2060, on en aura 1,35. Donc un peu moins de cotisants par retraité. Bon, ce qui est une évolution qui n'est pas négligeable, puisque ça fait une baisse de 20% environ sur 50 ans de ce nombre de cotisants par retraité. Est-ce que c'est assimilable? Est-ce que c'est surmontable par l'économie? Oui, à deux conditions. Si l'économie peut produire au moins 20% en plus, et si ces 20% ne sont pas accaparés par les actionnaires. Nous avons utilisé les chiffres tout à fait officiels du Conseil d'orientation des retraites et du rapport Moreau, qui ont donc chiffré actuellement à 20 milliards, ce qui représentera environ 21 milliards, une vingtaine de milliards en 2020, le déficit des régimes de toutes les caisses de retraite, si l'on laisse la législation actuelle, c'est-à-dire celle, la dernière de 2010, inchangée. Donc on a 20 milliards à trouver, ce qui représente environ 1% de tout le PIB produit en une année. On produit un peu plus de 2000 milliards d'euros de PIB par an, et donc 20 milliards, ça fait 1%. Ce qui représente, si on voulait augmenter les prélèvements sociaux pour les financer, ce qui représente environ 2,2 points de plus taux de prélèvement, et ce qui représenterait sur les années qui nous séparent de 2020 0,31 points de plus par an. Donc ça, c'est si on laisse la législation inchangée. Imaginons que l'on veuille mettre un coup d'arrêt à l'augmentation de la durée de cotisation. On en est à 41 ans et un trimestre actuellement. Imaginons qu'on arrête ce processus d'allongement et qu'on stabilise la durée de cotisation à 40 ans. Combien ça coûte? On a essayé de chiffrer, à partir des données de base du Conseil d'orientation des retraites, on a essayé de chiffrer dans notre livre ce que ça coûterait. Donc vous voyez ce que ça coûterait. Donc ça coûterait 25 milliards de plus que les 21 qu'on a à couvrir au titre des déficits portant sur une législation inchangée. Donc ça ferait en tout 46 milliards. Donc ça c'est, je répète, si on couvre le déficit de 20 milliards, plus si on annule l'allongement de la durée de cotisation et si on revenait à 40 ans de cotisation. Bon. Imaginons maintenant qu'on veuille aller plus loin et annuler toutes les principales dispositions de toutes les réformes antérieures, et notamment si on voulait revenir aux 10 meilleures années au lieu des 25, et si l'on reprévoyait une indexation des pensions sur les salaires. Et ça coûterait davantage, mais sur combien? Donc sur la base des données fournies par le Conseil d'orientation des retraites, ça nécessiterait, en plus des 21 milliards plus les 25, ça représenterait environ une vingtaine de milliards, une quarantaine de milliards de plus, donc au total ça ferait 84 à 85 milliards d'euros pour donc annuler les dispositions qui ont produit les catastrophes que j'ai indiquées tout à l'heure. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de mobiliser telle somme, 80 milliards d'euros, pour financer une autre réforme des retraites? Nous disons oui. Alors, qu'est-ce qui nous permet de dire oui? Ce qui nous permet de dire oui, c'est que
D'une part, il y a le déplacement de la richesse produite dont je vous ai parlé à l'instant, les fameux 5% qui ont été perdus par les salariés et qui ont été gagnés par les actionnaires. Donc 5% de quoi? 5% de la valeur ajoutée des entreprises dont je vous parlais, ce que l'INSEE appelle les sociétés non financières. Et ça fait une cinquantaine, un peu plus, 50 à 55 milliards d'euros qui ont été donc déplacés sur la base de la référence des 30 Glorieuses, qui ont été déplacés du salariat vers l'actionnariat. Donc là, il y a de quoi réinfléchir dans l'autre sens, faire passer le balancier de l'autre côté. Bon. Et nous disposons depuis cette année d'une étude absolument extraordinaire qui a été produite par des collègues universitaires de l'Université de Lille, qui, à la demande de la CGT, ont chiffré ce que représentait ce qu'ils ont appelé le surcoût du capital, c'est-à-dire ce que coûte à la société le capital par les exigences de rémunération financière qui se sont imposées depuis plusieurs décennies. Et qu'est-ce que ça veut dire le surcoût? Alors, qu'est-ce que c'est d'abord que le coût du capital? Qu'est-ce que ça coûte de produire? En termes d'équipements productifs, il faut renouveler les équipements et même il faut investir pour les renouveler en les améliorant chaque fois. Bon, ça c'est le vrai coût du capital, le renouvellement et l'investissement. C'est ce que ça coûte de produire. Et on peut même y ajouter, c'est ce que font nos collègues de Lille, on peut y ajouter une rémunération normale de risque-prix. Et au-delà de ce coût, entre guillemets, normal du capital, il y a en France 100 milliards d'euros de surcoût du capital, c'est-à-dire de telles exigences de rémunération exprimées par les actionnaires de manière générale et donc les détenteurs de titres de propriété de toute façon. Il y a un tel surcoût du capital, une telle rente financière qui est dévolue chaque année à tous ceux qui possèdent du patrimoine financier essentiellement, qu'il y a possibilité d'infléchir dans un sens différent la répartition des revenus. On a soumis la proposition suivante à la discussion, qui maintenant commence à progresser parmi certains syndicats, et parmi certains partis politiques aussi, qui ne sont pas inférieurs du gouvernement. On a proposé de soumettre à cotisation tous les revenus distribués par les entreprises, et pas simplement les salaires. Aujourd'hui, seuls les salaires dits bruts sont soumis à cotisation, mais il y a d'abord des petites parts de rémunération salariale qui ne sont pas soumises, par exemple l'intéressement à la participation, et puis surtout les dividendes ne sont pas soumis à cotisation. Et donc, vu l'ampleur des sommes qui sont distribuées sous forme de rentes diverses, il y a donc possibilité de trouver des financements, bien sûr des financements plus ou moins élevés, selon que l'on veut aller plus ou moins loin dans la réforme, c'est-à-dire dans le retour à des normes sociales plus avantageuses pour les salariés. Donc il y a possibilité d'action qui est tout à fait indéniable, mais qui bien sûr ne viennent jamais dans le débat public, où l'on nous dit que la répartition des revenus est intangible, c'est-à-dire le curseur de la répartition est allé en faveur des actionnaires et au détriment du salariat, et bien ça doit rester à ce niveau-là. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous remarquez sur la courbe de l'INSEE que depuis le début de la décennie 90, la part salariale ne bouge presque plus. Mais elle a atteint un niveau extrêmement bas. Historiquement, elle n'a jamais été aussi bas, ce niveau-là. Et donc, le principe qui prévaut dans toutes les réformes qui ont été proposées jusqu'à présent, qui ont été imposées jusqu'à présent, c'est que ce niveau extrêmement bas de la part salariale dans la richesse produite doit y rester à ce niveau. On doit rester à ce niveau-là. Et c'est ce principe-là que nous contestons. Et donc, nous pensons qu'il est possible d'infléchir, donc de refaire bouger le curseur de la répartition des revenus dans l'autre sens que celui qui a été imposé depuis maintenant environ 3 décennies et demi. La cotisation, elle intervient au niveau de ce que nous, à l'économie, on appelle la répartition primaire, c'est-à-dire au plus près de la production. Alors que la fiscalité, vous savez, c'est ce qu'on appelle la répartition secondaire, c'est-à-dire qu'une fois les revenus primaires donc distribués, on prend des impôts pour financer les services publics et l'éventuelle redistribution des revenus sous forme d'allocations diverses. Et
donc c'est différent. Donc nous, on propose d'agir au niveau de la répartition primaire, ce qui différencie des propositions de fiscalisation, parce que dans certains pays, la retraite est financée par l'impôt. Pour être dans la continuité du mouvement social historique que la France a connu, qui est sa particularité, donc on propose de rester sur le principe d'un financement de la retraite par la cotisation sociale, mais dont l'assiette est élargie. Toute la valeur ajoutée, c'est le travail qu'elle a créé. Toute la valeur ajoutée, c'est le travail qu'elle a créé. Il n'y a de valeur ajoutée que par le travail. Donc que vous appeliez la partie de la valeur ajoutée, la salariale, au dividende, ou tout ce que vous voulez, ça vient toujours du travail. C'est toujours le travail qui paye. Alors on peut peut-être pas dire, mais il n'y a pas d'autre secret. Seul le travail produit. Le capital, lui, est stérile. Une masse d'argent, ça ne produit rien. Seul le travail crée de la richesse supplémentaire. Donc c'est toujours le travail qui est à l'origine du prélèvement. Pardon, qui est à l'origine de la source du prélèvement, pas du prélèvement, de la source du prélèvement. Ensuite, une fois qu'on a compris ça, qui est le b.a.-ba de Marx, c'est le b.a.-ba de l'économie politique. Le b.a.-ba de l'économie politique, seul le travail produit. Bon, ça nous vient, ça fait 3 siècles déjà qu'on est sûr de ça. Qu'est-ce que je dis? Ça fait 3 millénaires. Même Aristote le comprenait. Donc, seul le travail produit. À partir de là, si on réussit à faire en sorte que ce qui était auparavant profit, ce qui était auparavant appelé profit, et tellement appelé à juste titre que c'était distribué aux possesseurs du capital, si à partir de ce moment-là, je le soumets à cotisation, ça devient partie intégrante de la masse salariale. Ça devient du salaire socialisé. C'est exactement comme si on décidait d'augmenter le taux de cotisation aujourd'hui dit patronal. Si on augmente le taux de cotisation dit patronal, ça rentre en plus dans la masse salariale. C'est extirper du profit pour rentrer dans la masse salariale. Donc je fais devenir masse salariale ce qui était auparavant profit. Les entreprises de main-d'œuvre paient relativement plus de cotisations sociales que les entreprises très modernes où les robots ont remplacé les travailleurs. Et donc, il y a une structure du prélèvement, des prélèvements sociaux, qui est plutôt en faveur des entreprises très capitalistiques, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire des équipements machines super sophistiqués, qui en général sont les plus performantes sur les marchés mondiaux, donc captent une richesse extrêmement importante, donc font des profits mirobolants. Et puis ce sont les entreprises où la robotisation est moins facile, et donc il y a plus de main-d'œuvre proportionnellement aux machines, et donc ce sont elles qui payent relativement le plus de cotisations sociales. Donc le fait d'élargir l'assiette ne supprime pas cette difficulté, mais l'atténue. Je voudrais terminer en montrant qu'il y a des enjeux que la question des retraites extrêmement importants, en tout cas qui doivent être posés en termes citoyens dans le débat public. Tous les gouvernements, en Europe et en France en particulier, et tous les experts qui sont derrière eux, disent aujourd'hui ceci. Bon, écoutez, il ne faut plus s'embêter avec des réformes des retraites, parce qu'il y a toujours le risque d'une mobilisation sociale. Cette fois-ci, il n'y en a pas, ou très peu, ils sont contents, mais il y a toujours ce risque-là. Donc il ne faut plus s'embêter, et ils le disent quasiment comme ça, il ne faut plus s'embêter, et mettre en place ce qu'ils appellent, et là je cite, ouvrez les guillemets, un pilotage automatique. Qu'est-ce que c'est qu'un pilotage automatique des retraites? Eh bien, ça peut prendre plusieurs formes. La forme la plus, j'allais dire bénigne, mais c'est pas sûr qu'elle soit très bénigne, c'est d'instaurer, de généraliser ce qu'on appelle un système par points, comme il existe dans les régimes complémentaires, ou, si l'on va plus loin, mettre en place un système que l'on appelle par compte notionnel. Alors, une petite explication sur ces deux mécanismes. Qu'est-ce que c'est qu'un régime de retraite par points, tel que vous le connaissez, pour ceux d'entre vous qui travaillent dans le privé? C'est un système qui évolue très très vite vers ce qu'on appelle un système à cotisation définie et non pas un système à prestation définie. Dans le régime général, vous savez à l'avance ce que vous toucherez. Si vous avez votre durée de cotisation entière, vous toucherez 50% de votre salaire de référence. Donc la prestation est définie par il y a une sorte de contrat social qui est passé entre les salariés et les caisses de retraite, le régime général. Dans un système à cotisation définie et non plus à prestation définie, c'est plus du tout ça.
Vous savez ce que vous payez comme cotisation, mais vous ne savez pas ce que vous toucherez. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans le régime complémentaire qu'on connaît à l'heure actuelle. Parce que chaque année, les patronats et syndicats se mettent autour de la table et discutent de la valeur du point. Et donc, le salarié, il ne sait pas. Cette année, le point vaut tant, l'année prochaine, il vaut tant, et dans 40 ans, quand il partira à la retraite, il ne sait pas du tout ce qu'il vaut. Donc, mais ça a l'avantage de pouvoir ajuster automatiquement les recettes de cotisation et puis les dépenses de pension. Et donc le rapport Moreau préconise d'instaurer un pilotage automatique, soit par ce biais, soit par un système comme il existe en Suède, que l'on appelle par compte notionnel. Quand le salarié entre dans la vie active, on lui ouvre un compte qui est appelé notionnel parce que c'est un compte virtuel. Il n'y a pas de sommes qui sont déposées dessus, qui rapportent. On inscrit le montant des cotisations qu'il verse. Il travaille, 40 ans, 42 ans, et à la fin, quand il demande à quitter la retraite, on fait le total des cotisations qu'il a versées. Et bon, ça fait tant. Et s'il demande à partir à 60 ans, par exemple, les démographes savent calculer quelle est l'espérance de vie moyenne qu'il lui reste. Parce qu'il est né en telle année et on sait calculer l'espérance de vie de la génération née en telle année. Donc imaginons qu'à 60 ans, il ait 20 ans d'espérance de vie, statistiquement, hein, bien sûr. On divise le montant des cotisations qu'il a versées par 20 fois 12 mois, ça fait 240, ne me trompe pas, c'est ça, et il a son montant de la pension mensuelle. S'il décide de ne pas partir à 60 ans, mais de partir à 65 ans, et qu'à 65 ans, les démographes disent que sa génération est là, mettons, 17 ans à vivre, en moyenne, et bien on va diviser le montant des cotisations par 17 fois 12. C'est tout à fait dommageable, d'une part parce qu'ils travaillent plus longtemps, parce qu'ils ont eu des salaires faibles, et parce qu'ils ont eu souvent des conditions de travail plus pénibles. Mais ça a, aux yeux des experts et des gouvernements qui envisageraient de passer à ce système-là, ça a l'avantage, entre guillemets, ça a l'avantage de ne pas s'encombrer avec une mobilisation sociale parce que c'est ajusté, tout est ajusté automatiquement. Pas tout à fait automatiquement, parce que les promoteurs de ce système en Suède, réforme qui est intervenue au début de la décennie 2000, avaient promis que tout ça s'ajustait automatiquement et ça permettait de résister à tout choc démographique qui viendrait soudainement et à tout choc économique. Patatras, la crise qui a éclaté en 2007 a foutu par terre cette belle prévision et ils ont été obligés de réformer leur réforme. Deuxième enjeu, le partage du travail. Et donc, actuellement, vous le savez, on nous dit qu'il ne faut pas réduire le temps de travail, hein, vous savez, vous connaissez la chanson, il ne faut surtout pas réduire le temps de travail, nous dit-on, alors que la réduction du temps de travail, elle lie déjà d'une façon malsaine. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont obligés de travailler longtemps dans la semaine et d'autres 0 heure. C'est une forme de partage du travail, mais pas dans le bon sens. C'est ce qui se passe aussi en Allemagne, avec une multiplication des petits boulots et des temps partiels imposés, qui fait que vous avez un mauvais partage du travail à effectuer, alors que la fameuse RTT, comme l'on dit, la réduction du temps de travail répartie sur tous, permet de répartir les gains de productivité quand il y en a sur l'ensemble de la population. Et finalement, ce partage, la question du partage du travail, qui est un enjeu sous-jacent à cette question de la retraite, elle pose quoi comme question? Elle pose la question des finalités du travail. Quelle doit être la place du travail dans la société? Est-ce que nous sommes condamnés effectivement à travailler toujours plus? Alors que la tendance séculaire du progrès, si ce mot a encore un sens, la tendance séculaire du progrès était de diminuer le temps de travail au fur et à mesure que les progrès économiques s'effectuaient. Et vous le savez, nous travaillons 2 fois moins de temps pendant l'année ou pendant la vie active que nos ancêtres au XIXe siècle, que nos arrière-grands-parents. 2 fois moins de temps. Plus de 3000 heures de travail dans l'année pour nos ancêtres au XIXe siècle et autour de 1500 heures annuelles aujourd'hui, à peu près, et ça dans tous les pays. Donc la tendance séculaire était de réduire le temps de travail au fur et à mesure qu'il y avait des gains de productivité. Et tous les patronats, européens et ailleurs,
veulent interrompre cette tendance séculaire. Et donc là, il y a un véritable enjeu. La bataille pour la réduction du temps de travail fut la première bataille ouvrière et elle restera la bataille du XXIe siècle. Donc, finalité du travail. Mais derrière les finalités du travail, il y a d'autres finalités qui sont celles de la production. Et là, la question des retraites permet aussi de poser le problème de la crise écologique. Est-ce que nous devons travailler toujours plus longtemps pour produire toujours plus et consommer toujours plus, ou faut-il utiliser les gains de productivité, s'il y en a encore, pour faire autre chose que toujours produire davantage? Et donc, derrière la question des retraites, il y a aussi l'articulation entre la question sociale et la question écologique. Et tout cela, donc, bien sûr, est totalement absent, totalement ignoré des débats autour des retraites. Vous n'entendez jamais parler de la signification du travail, la place du travail dans la vie, lorsqu'on nous parle de réduire les déficits des caisses de retraite. Et donc, finalement, derrière la question des retraites, c'est tout un modèle de développement social qui est en jeu, et donc c'est finalement tout un modèle de société qui se trouve défini en creux dans le type de réformes qui sont